24 octobre 1942. El Alamein, Égypte. Les équipages de chars Sherman britanniques étaient sur le point de découvrir quelque chose que leurs adversaires allemands ne comprendraient jamais. Les mathématiques étaient brutales et simples. Repérez un Panzer ennemi à 900 mètres. Arrêtez votre char de 32 tonnes. Attendre que les oscillations se calment. Visez votre canon. Tirez. 4,2 secondes minimum. Dans un combat de chars, l'équipage qui tire en second ne rentre pas chez lui. Chaque armée dans le monde, allemande, britannique, soviétique, américaine, vivait selon la même loi d'airain. Tirer en mouvement équivalait à gaspiller des munitions. Les vibrations, le balancement de la coque, le canon qui oscille. Tout garantissait des tirs manqués au-delà de 180 mètres. Les données des essais du terrain d'Aberdeen le prouvaient. Les chars en mouvement touchèrent leur cible moins de 10% du temps. Puis quelque chose d'impossible s'est produit. Une poignée d'équipages Sherman britanniques, moteurs rugissant à 13 km/h, ont tiré avec leurs canons de 75 mm et ont touché des chars allemands parfaitement immobiles. Les équipages de Panzer ne l'ont jamais vu venir. Ils s'étaient arrêtés pour viser, exactement comme la doctrine l'exigeait, et sont morts avant que leurs artilleurs puissent centrer leur réticule. Les rapports de renseignement allemands notaient une précision anormale des chars américains en mouvement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un ingénieur de Westinghouse de 34 ans nommé Clinton Hanna avait brisé la règle la plus fondamentale de la guerre blindée. Et le dispositif qu'il a fait pesait moins de 135 kilos. Au printemps 1939, le département de l'artillerie américain a envoyé une spécification à Westinghouse Electric Corporation. Développer un système pour maintenir les canons de chars stables pendant que le véhicule se déplace sur terrain accidenté à des vitesses allant jusqu'à 24 km/h. Pas de détails techniques, pas d'approche suggérée, juste le résultat souhaité et un délai de 18 mois. Chaque grande puissance militaire avait étudié la stabilisation des canons. Chaque grande puissance militaire avait conclu que c'était théoriquement possible et pratiquement impossible. Les gyroscopes existaient. Les navires les utilisaient. Les servomécanismes existaient. Les pilotes automatiques d'avions en dépendaient. Mais intégrer ces technologies dans un véhicule de combat de 32 tonnes qui serait conduit par des adolescents à travers les déserts nord-africains et les champs de boue européens. Les défis d'ingénierie n'étaient donc pas seulement difficiles, ils se multipliaient. Clinton Hanna a reçu l'affectation parce qu'il était spécialisé dans les systèmes de contrôle de précision. Il avait travaillé sur des projets de contrôle de tir naval où les gyroscopes maintenaient dans les canons stables sur des navires qui roulaient. Mais un char était une bête entièrement différente. Les navires roulaient selon des schémas prévisibles. Un char s'écrasait sur terre dans un mouvement chaotique. Bosses aléatoires, chutes soudaines, secousses latérales, impulsion de recul violente du canon principal. Les murmures ont commencé immédiatement. Les officiers d'artillerie l'appelaient un projet fantaisiste. Les équipages de chars qui entendirent des rumeurs le rejetaient catégoriquement. Une chose de plus compliquée à tomber en panne quand vous en avez le plus besoin. La percée est venue sous une pression qui aurait écrasé la plupart des programmes d'ingénierie. Le 7 décembre 1941 a effacé tous les délais confortables. Pearl Harbor signifiait que les calendriers de production qui avaient semblé agressifs semblaient maintenant dangereusement lents. Hanna avait 8 mois pour livrer un système de stabilisation qui fonctionnait, pouvait être produit en masse et ne nécessiterait pas un diplôme en génie mécanique pour fonctionner. Il a abandonné complètement l'approche à 2 gyroscopes. La solution qui a émergé était conceptuellement radicale. Un seul gyroscope anticipateur qui prédisait le mouvement du canon avant qu'il ne se produise plutôt que de réagir après coup. Le gyroscope tournait à 10 000 tours par minute, assez rapide pour que son moment angulaire résiste à toute tentative de changer son orientation. Montez ce gyroscope pour détecter l'axe d'élévation du canon, et tout mouvement vers le haut ou vers le bas de la coque du char essaierait d'incliner le gyroscope. Le gyroscope résisterait à cette inclinaison, générant un signal proportionnel à la perturbation.
Introduisez ce signal dans une vanne servo-hydraulique et la vanne pourrait entraîner un piston qui pousse le canon dans la direction opposée, annulant le mouvement avant qu'il ne devienne visible dans la visée de l'artilleur. Le système entier pesait moins de 135 kg et s'intégrait directement avec le système hydraulique de traverse de tourelle existant du Sherman. L'élégance résidait dans l'intégration. Pas de source d'alimentation séparée, pas de commande redondante, juste une boîte noire qui s'insérait entre le contrôle manuel de l'artilleur et le canon lui-même. Les tests du terrain d'Aberdeen en septembre 1941 ont livré des chiffres qui ont forcé même les sceptiques à faire une pause. Prototype Sherman avec stabilisateur engagé, cible à 730 mètres, vitesse du char 19 km/h sur parcours d'essai accidenté, 7 touches sur 10 tirs. Même char, même équipage, même parcours avec stabilisateur désengagé. Une touche sur 10. La production a commencé immédiatement. En août 1942, les premiers bataillons Sherman se formaient pour le déploiement en Afrique du Nord, et chaque char portait la boîte noire que les officiers d'artillerie avaient appelée une fantaisie 18 mois plus tôt. Mais il y avait un problème que personne n'avait anticipé. Le manuel technique pour la configuration et le fonctionnement faisait 47 pages. Le processus de calibration nécessitait un technicien qualifié et 2 heures d'ajustement minutieux. La plupart des bataillons Sherman se formant à l'été 1942 n'avaient pas un seul homme formé sur le système au-delà d'une conférence de familiarisation sommaire. Lorsque les premiers Sherman ont débarqué en Afrique du Nord, les équipages ont regardé les commandes inconnues à côté du siège de l'artilleur, ont feuilleté le manuel technique intimidant et ont pris une décision qui semblait tout à fait raisonnable. Ils ont mis le stabilisateur sur off et sont partis en guerre, comme la doctrine disait, qu'ils devaient le faire, en s'arrêtant pour tirer comme tous les autres équipages de chars dans toutes les autres armées. La 8e armée britannique a reçu 252 M4 Sherman dans les semaines précédant l'offensive d'El Alamein, et leur approche différait en un détail critique. Westinghouse avait intégré des représentants techniques avec les unités de maintenance britanniques, spécifiquement pour former les équipages sur le fonctionnement du stabilisateur. Le 24 octobre 1942, la 9e brigade blindée britannique a avancé contre des positions de Panzer III et Panzer IV allemands à 1100 mètres dans la lumière grise de l'aube. Les équipages avec stabilisateurs engagés ont découvert quelque chose qui a changé l'équation. Ils pouvaient tirer tout en avançant à 13 km/h et leurs tirs atterrissaient sur la cible. Les commandants de chars allemands, formés pour s'attendre au schéma universel arrêt-tir-mouvement, ont été pris en pleine manœuvre. Ils avaient repéré les Sherman qui avançaient, commencé leurs propres arrêts, attendu que leurs véhicules se stabilisent, commencé à amener leurs canons sur cible, et sont morts avant que leurs artilleurs ne puissent centrer leurs réticules. Les rapports après action des unités allemandes notaient une précision anormale des chars américains en mouvement. Un équipage de Panzer IV capturé l'a déclaré clairement. Nous nous sommes arrêtés pour tirer comme formés, et comme cela fonctionne toujours. Le canon américain était déjà pointé sur nous. En septembre 1944, la production américaine de Sherman atteignait 1200 chars par mois, et chaque véhicule sortait de la chaîne de montage avec le stabilisateur Westinghouse installé comme équipement standard. Les taux de formation des équipages sont passés de 15% en 1943 à 60% à l'automne 1944. Les taux de touche pour les équipages formés au stabilisateur ont culminé à 72% aux distances de combat de 270 à 900 mètres, dans une bonne visibilité, avec des artilleurs formés et des systèmes correctement entretenus. Le stabilisateur a livré exactement ce qu'il promettait. L'avantage du premier tir grâce à une acquisition de cibles plus rapide et un temps de visée réduit. Clinton Hanna n'a reçu aucune médaille pour sa contribution, aucune citation au combat, aucune reconnaissance publique au-delà des cercles techniques. Il avait construit un système qui faisait exactement ce que la spécification demandait. Le fait que les équipages l'aient initialement rejeté, que la doctrine ait pris du retard sur la capacité, que la formation ait échoué avant que le matériel n'échoue, rien de tout cela
a diminué la réussite technique. Il avait résolu le problème que tout le monde disait impossible. Et finalement, les gens qui en avaient le plus besoin ont appris à lui faire confiance. La victoire n'était pas dans les pièces. Elle était dans l'application patiente de l'ingénierie de précision à un problème que tout le monde avait abandonné comme insoluble.